Voilà, donc on est dans le pack MOI pour aborder la question du remboursement des sinistres de transport. Donc on est sur un transport international entre un acheteur et un vendeur, donc situé dans deux pays différents avec des juridictions différentes, et un transporteur international donc qui va faire le transport principal entre, entre les deux pays. Euh, un sinistre se produit, donc c'est-à-dire que en fait les marchandises sont abîmées pendant le transport. Donc ça c'est alors ça peut être pour différentes raisons évidemment. Et la question qui se pose ici c'est bah, que se passe-t-il en cas de sinistre de transport entre un vendeur et un acheteur et le transporteur. Donc il y a deux questions qui se posent. Les questions qui se posent sont premièrement qui va gérer le sinistre, c'est-à-dire en fait quand on dit de gérer le sinistre, c'est-à-dire gérer la déclaration de sinistre, avec en respectant évidemment les différentes procédures de déclaration. Deuxième question qui se pose, qui est responsable du sinistre? Donc c'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc les deux questions, je vais les noter ici, c'est qui gère le sinistre, c'est-à-dire la déclaration, et qui est responsable. Donc là, c'est la question de la responsabilité. Donc, vous avez ces questions qui sont abordées dans les fiches, ici, au niveau de la compétence H, donc la fiche H1, donc on va l'ouvrir, et on regarde les différents sujets qui sont abordés dans ces fiches. Donc il y a trois slides. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de gestion de sinistre, il va y avoir, on va avoir besoin d'identifier euh, l'incoterm de transaction. Donc, pour savoir qui gère le sinistre, la première chose à faire, c'est d'identifier l'incoterm de transaction. Pourquoi? Parce que l'incoterm définit qui est en risque au moment où a lieu le sinistre. Ça veut dire qu'il faut également identifier le lieu du sinistre. Identifier le lieu du sinistre. Donc on a besoin de ces deux choses-là pour savoir qui va gérer la déclaration de sinistre. Je mets ça sur mon petit tableau, je vous montrerai le tableau ensuite. Vous avez ensuite la deuxième question qui se pose, c'est celle de la responsabilité. C'est-à-dire qui est responsable. Alors, en matière de responsabilité, le scénario général, c'est quoi? C'est le droit, en fait, qui va déterminer cette responsabilité, puisque on est dans le cadre d'un transport international qui est donc géré par un transporteur, c'est-à-dire un professionnel du transport. Et donc, ce professionnel du transport établit un contrat, c'est-à-dire le document de transport, c'est le contrat. Donc, le document de transport en maritime, c'est le BL. Le document de transport en aérien, c'est la LTA. Et le document de transport
En routier, c'est la CMR. Donc ça, c'est le contrat. Le contrat entre le chargeur, alors le chargeur peut être soit le vendeur, soit l'acheteur, ça dépend, hein. Donc le contrat entre le chargeur et le transporteur. Étant donné qu'il y a ce contrat et que le transporteur est un professionnel, eh bien, il y a ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle. Donc, qui est responsable? Bah, lorsqu'on est sur un sinistre de transport, par défaut en quelque sorte, c'est-à-dire, sauf exception, et on va voir quelles sont les exceptions, parce qu'elles sont nombreuses, sauf exception, la responsabilité contractuelle du transporteur est engagée. C'est-à-dire, c'est le transporteur qui va être responsable d'un sinistre qui se produit sous sa responsabilité, c'est-à-dire pendant le temps ou pendant le transport qu'il organise. Donc la responsabilité contractuelle. Ok. Donc cette responsabilité contractuelle, elle va être engagée. Ça, c'est donc le transporteur. Alors, elle est engagée, évidemment, mais pour le transport qu'il organise, hein, puisque vous comprenez bien qu'il peut y avoir plusieurs transports dans une livraison internationale, hein. Il y a le flux acheminant, il y a le transport principal, il y a le post-acheminement. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le document de transport. euh, c'est le document de transport qui est effectué, enfin pardon, qui est imprimé, qui est contractualisé. Il concerne le transport d'un point de départ à un point d'arrivée. Ça veut dire que le transporteur principal, bah, il va être responsable d'un sinistre pendant le transport principal, mais pas si le sinistre a lieu pendant le pré-acheminement ou pendant le post-acheminement. Alors, sauf si on est sur un document de transport combiné, c'est-à-dire qu'il y a un seul contrat, en fait, qui va cumuler le transport principal et le post-acheminement, par exemple. Donc là, c'est je dirais que ce qui nous permet de raisonner, c'est le contrat. Donc, le contrat de transport, quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Et entre ce point de départ et ce point d'arrivée, bah, c'est le transporteur qui engage sa responsabilité contractuelle. Alors, sauf, comme on le voit ici, il y a un certain nombre de limites à cette responsabilité contractuelle. J'essaie de l'agrandir un petit peu. De limites, ici, voilà. Hop, on les voit. C'est-à-dire que le transporteur va être responsable, sauf si, par exemple, on est dans un cas de force majeure. Alors, c'est quoi un cas de force majeure? Ben, c'est quelque chose qui va s'imposer, sur lequel le transporteur n'a pas de contrôle. Donc, ça peut être une grève, ça peut être une attaque terroriste, ça peut être un tremblement de terre, etc. Donc là, on a déjà un certain nombre de cas sur lesquels le transporteur va être exempté de sa responsabilité. Deuxième cas d'exemption, la faute du chargeur. Le chargeur n'a pas bien emballé, par exemple, les marchandises. Donc ça, si les marchandises sont pas bien emballées, bah, c'est pas la faute du transporteur. Donc c'est deuxième cas d'exonération. Troisième cas d'exonération, le transporteur, ok, les marchandises ont été endommagées pendant le transport, mais elles avaient un vice, il y avait un vice de marchandises. C'est-à-dire que elles se sont détériorées parce que ces marchandises étaient viciées dès le départ. Donc là, on est encore dans un cas d'exemption. Et enfin, il y a un certain nombre de causes spécifiques sur lesquelles je ne vais pas forcément m'étendre, mais comme vous le voyez, elles sont nombreuses, hein, fautes nautiques, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de cas d'exemption de cette responsabilité contractuelle. C'est-à-dire que le contrat, le document de transport me couvre, moi, chargeur. Alors, chargeur, soit je suis l'acheteur, soit je suis le vendeur, hein. J'ai fait un contrat avec un transporteur, mais je suis couvert par la responsabilité contractuelle, sauf cas d'exemption. Mais on vient de le voir, ces cas d'exemption sont assez nombreux. Donc le transporteur
peut se défiler en quelque sorte de cette responsabilité contractuelle sur de nombreuses situations. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre mécanisme associé à cette responsabilité contractuelle? Eh bien, c'est combien je vais être remboursé. Alors, combien je vais être remboursé? Donc, c'est la troisième question. Question 3, combien je vais être remboursé? Alors, ici, donc il y a un calcul qui est fait, et ce calcul, il est exprimé en nombre de DTS. Donc, c'est-à-dire, je vais déterminer le nombre de DTS, c'est-à-dire les droits de tirage spéciaux auxquels j'ai le droit, euh, du fait de cette responsabilité contractuelle. C'est-à-dire que le transporteur, en signant le document de transport, il s'engage à mener à bon port les marchandises en bon état. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu un sinistre et donc sa responsabilité contractuelle est engagée. Mais à quelle hauteur? Eh bien, à hauteur d'un certain nombre de DTS, de droits de tirage spéciaux, qui vont être évalués en fonction du poids de l'expédition. Donc c'est un poids brut. En maritime, on va calculer ça en fonction du poids. Si je transporte 1 kg, j'ai le droit à 2 DTS. 1 kg brut de transporté en maritime, ça donne droit à une indemnisation à hauteur de 2 DTS. Ou 666 DTS par colis. Donc soit on fait un calcul en kilos, soit on fait un calcul en colis. Et on prend le plus grand des deux. J'ai le droit à ça en tant que chargeur. C'est-à-dire que je vais faire le meilleur des deux, en fait, hein, le meilleur des deux entre les DTS par kilo et les DTS par colis. Si je suis par contre en aérien, là j'ai 17 DTS par kilo brut. Ça va être mon indemnité au titre de la responsabilité contractuelle. Si je suis en routier, j'aurai le droit à 8,33 DTS par kilo. Donc tout ça va me donner un certain nombre de DTS. Ça va être le montant de mon indemnité, mais alors c'est un montant en DTS. Ensuite, il faut que je convertisse ce montant en DTS en euros ou en dollars. Alors, comment je peux faire ça? En fait, les DTS sont évalués par le FMI tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'il donne la valeur du DTS en dollars tous les jours. Il faut une cotation tous les jours de ces DTS. Donc, dans un exercice, dans un énoncé d'examen, on vous dira, voilà, un DTS vaut tant de dollars. Donc, une fois que vous avez trouvé le nombre de DTS, bon, c'est facile, il faut simplement convertir en dollars avec le cours de change, enfin le cours de conversion qu'on vous donne. Donc voilà, donc combien je vais être remboursé? Euh, Au titre de la responsabilité contractuelle, c'est calculé en DTS. Mais, mais, il y a également donc des mécanismes d'assurance. Alors, le mécanisme d'assurance, c'est là où c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de comprendre ça, n'annule pas le mécanisme de DTS, mais il se substitue en quelque sorte. Donc ça veut dire que pour une indemnité, c'est-à-dire pour une expédition qui serait assurée, il va y avoir un quatrième intervenant entre enfin, oui, entre le chargeur, un troisième plutôt, entre le chargeur, le transporteur et l'assureur. On est maintenant dans une relation à trois et non plus à deux. Cette relation à trois signifie que l'assureur va se substituer au chargeur face au transporteur. Donc, on va avoir une relation entre un chargeur, donc qui peut être l'acheteur ou le vendeur, hein, et un transporteur, et au milieu de ces deux-là, il va y avoir l'assureur qui va s'insérer, qui va se substituer, puisque l'assureur, il a un contrat avec le chargeur, il a un contrat avec le transporteur. Alors, le contrat entre le chargeur et le transporteur, on a compris que c'est l'indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle calculée en DTS. Mais, comme le chargeur a une assurance, l'assureur reprend le dossier, en fait, de sinistre
avec le transporteur et rembourse le chargeur, mais selon ses conditions contractuelles enfin, sur la prime d'assurance. Donc, si on prend le tableau, c'est un peu old-fashioned, je conviens, mais c'est quand même pas mal d'avoir un peu des graphiques aussi, des explications au tableau. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, on est sur un transport international entre un vendeur ici et un acheteur et un transporteur. Donc, on a ces trois acteurs et un sinistre qui a lieu quelque part pendant le transport. Donc, les questions qui se posent, on l'a dit, c'est qui gère ce sinistre? Alors, ça dépend de l'incoterm, c'est-à-dire qui est responsable au moment du sinistre. Ça dépend du transfert des risques, hein. Vous savez que les incoterms déterminent le transfert des risques, le transfert des frais. Bah, le transfert des risques, soit c'est l'acheteur, soit c'est le vendeur qui est en risque. Mais ça dépend du lieu où a lieu, du lieu du sinistre par rapport et de comparer avec l'incoterm, c'est-à-dire le lieu du transfert du risque. Donc le lieu du sinistre et le lieu du transfert du risque. On compare les deux. Et s'il est avant le transfert des risques vers l'acheteur, bah, c'est le vendeur qui va être responsable, enfin qui va gérer la déclaration de sinistre, pardon. Si le sinistre a lieu après le transfert des risques vers l'acheteur, bah, c'est l'acheteur qui va déclarer, qui va gérer le dossier de sinistre, qui va déclarer le sinistre auprès de son transporteur. Deuxième question, qui est responsable? Bah, il y a un contrat entre le chargeur, hein, puisque soit ça va être un contrat entre lui et lui, soit un contrat entre lui et lui, ça dépend si on est avant ou après l'incoterm. Donc, en fin de compte, on va avoir ici une relation contractuelle entre le chargeur et le transporteur, c'est ce que j'ai schématisé ici par cette flèche, il y a un contrat. Ça, c'est le document de transport, en fait. Donc, soit ça va être le BL, soit la LTA, soit la CMR, si on schématise, enfin, si on en est rien en routier ou en maritime. Et donc, c'est ce contrat-là qui explique qu'il y a cette responsabilité contractuelle évaluée en nombre de DTS. Donc le nombre de DTS, on a dit que c'était 2 par kilo, 17 par kilo en aérien et 8,33 par kilo brut en routier, c'est les kilos bruts. Ok, très bien. Donc, on a vu que cette responsabilité contractuelle ici euh, était lié à l'existence de ce contrat, mais qu'il y avait également de nombreux cas d'exemption, hein, force majeure, vice de marchandises, défaut d'emballage, etc. Et que donc, dans des expéditions internationales, souvent, on se pose la question, est-ce que je prends une assurance ou pas? C'est-à-dire, est-ce que cette responsabilité contractuelle va être suffisante pour couvrir mes risques de sinistre ou pas? Si j'estime qu'elle n'est pas suffisante, je vais prendre une assurance. Et donc, cette assurance, c'est un contrat en fait entre le chargeur, c'est-à-dire l'acheteur ou le vendeur, l'acheteur ou le vendeur, et l'assureur. Bon. Cet assureur, il va couvrir l'expédition. Donc, ça ne supprime pas la responsabilité contractuelle, elle est toujours là. Mais j'ai en plus un contrat qui va en fait me rembourser mieux que la responsabilité contractuelle. Donc, le chargeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours engager la responsabilité contractuelle du transporteur, mais il va transférer ce dossier à l'assureur. Et c'est l'assureur qui va gérer ensuite avec le transporteur ou avec l'assurance du transporteur. Et l'assureur, lui, va rembourser le chargeur, non plus sur la base des DTS, mais sur la base d'une indemnité d'assurance. Donc là, ça va dépendre de la prime et l'indemnité d'assurance, hein, il va rembourser le chargeur sur cette base-là. Et alors, en général, c'est du 6 plus 10. Bon, ça peut être du 6 plus 20 aussi, mais en général, c'est du 6 plus 10%. Donc, on n'est plus sur les mêmes calculs. Le chargeur sera remboursé maintenant en fonction de la prime d'assurance qu'il a pris.
Et le transporteur, lui, il est toujours engagé à la hauteur de sa responsabilité contractuelle. Mais comme c'est l'assureur qui a pris le dossier de sinistre, il verra ça, sa responsabilité en termes de DTS, elle sera à gérer avec l'assureur du chargeur. Bon, cette partie-là, nous, on ne l'étudie pas en BTS, commerce international, c'est-à-dire ce qui se passe entre l'assureur et le transporteur, c'est-à-dire qu'est-ce que devient sa responsabilité contractuelle, en fait. Ça, on regarde pas, nous. Ce qu'on regarde, c'est ce qui se passe entre l'assureur et le chargeur, puisqu'il a pris une assurance. Ça, c'est plus simple, c'est du 6+10, donc il sera remboursé. Et il sera mieux remboursé que, avec une responsabilité contractuelle en général. Puisque, comme vous l'avez compris, la responsabilité contractuelle ici, étant donné qu'elle se calcule en kilos bruts, enfin en DTS par rapport à des kilos bruts, si on est sur une expédition qui est très peu lourde mais très chère, la responsabilité contractuelle va très très mal rembourser. Donc, sur un certain nombre d'expéditions, on a tout à fait intérêt à prendre une assurance. Alors, donc, je résume, qui gère la déclaration de sinistre, combien je vais être remboursé, vous avez compris que ça dépend si j'ai une assurance ou si j'ai pas d'assurance. Et dernier point qu'il faut aborder ensemble, c'est comment j'opère, comment je fais cette déclaration de sinistre. Déclaration, le mécanisme de la déclaration de sinistre, c'est-à-dire la mise en jeu de la responsabilité du transporteur, elle est là. Donc cette mise en jeu de responsabilité du transporteur, elle se fait par courrier recommandé. Donc le chargeur va envoyer un courrier recommandé au transporteur à la livraison, c'est-à-dire qu'il va recevoir les marchandises, le chargeur de son transporteur, il prend en charge les marchandises et il constate au moment du contrôle qualité que ces marchandises sont abîmées. Donc qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il émet des réserves sur le document de transport, qui est le contrat qui engage la responsabilité contractuelle. Donc ça veut dire que c'est constaté au niveau du contrat, et il fait une copie de ce BL, ou enfin, ce document de transport, BL, LTA ou CMR, avec les réserves. Il l'envoie par courrier recommandé au transporteur. Et là, il a des délais à respecter. C'est là où ça dépend du mode de transport. Donc, 3 jours en maritime, il faut qu'il envoie le courrier, c'est-à-dire le BL avec les réserves, éventuellement des photos hein, des marchandises, sous 3 jours en maritime, sous 14 jours en aérien et sous 7 jours en routier. Pendant ce temps-là, s'il a réceptionné les marchandises, il les met à l'abri pour pas qu'elles se détériorent encore plus. Et l'envoi de ce courrier recommandé, bah, c'est la déclaration de sinistre qui engage la responsabilité contractuelle du transporteur. Et il demande donc un remboursement au titre de cette responsabilité contractuelle. Donc ça, c'est le scénario dans lequel il n'a pas d'assurance. S'il a une assurance, bah en fait, c'est la même chose. Il va envoyer un courrier recommandé avec les réserves sur le document de transport, éventuellement des photos, etc. Et il va faire une copie de ce dossier et l'envoyer à son assureur avec l'original de la police d'assurance pour lui demander un remboursement au titre de sa prime d'assurance, de son contrat d'assurance. Donc, dans le cas où il a une assurance, il fait exactement la même chose vis-à-vis du transporteur, mais en plus, il fait une copie de ce dossier pour l'envoyer à son assureur afin qu'il le rembourse. Qu'est-ce que fait l'assureur? L'assureur prend contact avec le transporteur, etc. et gère la suite. Donc, dans le cas d'une assurance, le chargeur, il a juste, comment dire, à s'occuper de son assurance une fois qu'il a envoyé le dossier au transporteur. Prenons un exemple. Un transport entre Shanghai et Le Havre, vendeur à Shanghai, arrivé au Havre avec une transaction en CIP Le Havre, donc c'est ce CIP qui va déterminer le transfert des frais et le transfert des risques. Alors en termes de transfert des frais, on est au Havre, dans le bateau, mais en termes de transfert des risques, le CIP transfère les risques vers l'acheteur au départ. Donc en général, s'il n'y a pas d'option, c'est au niveau du pré-chemin. Donc on est avant le transport principal.
de toute façon. Alors, dans cet exemple, on décide que notre sinistre, enfin, on a un sinistre qui a lieu pendant le transport principal. Je résume, lieu du sinistre, bah, c'est le transport, pendant le transport principal, c'est-à-dire le voyage entre Shanghai et Le Havre, et transfert des risques avant le transport principal, puisqu'on est en CIP. Donc la question qui se pose, qui est en risque au lieu du sinistre? Le lieu du sinistre, c'est là. Le lieu du transfert des risques avant le transport principal. Donc, qui est en risque à ce moment-là? C'est l'acheteur, puisqu'en fait, le transfert des risques vers l'acheteur s'est produit avant le transport principal. Donc, c'est lui qui est en risque. La déclaration de sinistre est donc gérée par... Pourquoi? Bah, parce que CIP transfère les risques vers l'acheteur avant le transport principal, c'est-à-dire bien avant le lieu du sinistre. Deuxième question. Qui est responsable? On a un contrat de transport. Donc, en CIP, ça veut dire, c'est quoi? Oui, CIP, c'est Cost Insurance Pay. Donc, ça veut dire qu'on a un contrat de transport qui est, euh, qui est payé, puisque les transferts des frais, c'est au Havre, donc payé par le vendeur. Et le vendeur a pris une assurance, donc a payé l'assurance, mais cette assurance est au profit de l'acheteur, au bénéfice de l'acheteur. C'est-à-dire que sur le contrat d'assurance, c'est le nom de l'acheteur. Donc, c'est un contrat entre l'acheteur et l'assureur, mais payé par le vendeur. Un peu compliqué à comprendre peut-être au départ, mais enfin, finalement, c'est quand même assez simple. Et on a un BL qui a été payé par le vendeur, qui est donc prepaid. Qui est responsable? Bah, le transporteur, puisqu'il y a une responsabilité contractuelle. Le transporteur est responsable au titre du BL, au titre de sa responsabilité contractuelle, sauf cas d'exemption. Bon, ici, on va supposer qu'on n'est pas dans un cas d'exemption, donc il y a bien une responsabilité contractuelle qui va être engagée. Mais comme l'acheteur bénéficie d'une assurance, il y a plus ce troisième acteur qui va déterminer finalement le montant du remboursement. Puisque ce montant d'indemnité que l'acheteur peut recevoir va être calculé non pas en DTS, mais par rapport à la prime d'assurance qui a été payée dans le cadre du contrat d'assurance. Donc, ça risque d'être plus 6, plus 10, sans doute. Donc, je résume. Qui est en risque? Qui fait la déclaration? C'est l'acheteur, parce qu'on est sur un CIP, que le lieu du sinistre s'est produit après le lieu du transfert des risques. Qui est responsable? Le transporteur maritime, au titre de la déclaration, au titre, pardon, de la responsabilité contractuelle, donc au titre du document de transport, au titre du BL. Combien l'acheteur peut-il prétendre à être remboursé? Eh bien, ce calcul dépend de sa prime d'assurance, car il bénéficie d'une assurance dans le cadre de cette expédition, puisqu'on est sur un incoterm CIP, et CIP oblige le vendeur à prendre une assurance au bénéfice de l'acheteur. Est-ce que la responsabilité contractuelle du transporteur saute? Non, elle est toujours engagée, mais ce calcul va intervenir entre l'assureur et le transporteur, l'assureur de l'assureur et le transporteur, mais ça, on s'en occupe pas. Ici, on est sur une indemnisation au titre de l'assurance qui va se substituer à la responsabilité contractuelle. Ok, donc, autre scénario pour bien comprendre. Si on n'est pas en CIP, mais on est en DAP, par exemple. Ah, en DAP, le sinistre a toujours lieu pendant le transport principal, mais l'incoterm de transaction n'est plus un CIP dans notre exemple, mais un DAP. Alors, qui est en risque au lieu du sinistre? Ah, attention, on est en DAP, donc le transfert des frais et des risques a lieu au Havre, puisqu'on est en DAP le Havre. Donc, vous voyez bien que là, ici, le transfert des risques n'a pas lieu avant le transport principal, mais après
le transport principal. C'est-à-dire à l'arrivée, parce que c'est du DAP. Le lieu du sinistre, bah, il est avant l'arrivée. Donc qui est en risque? Cette fois-ci, c'est le vendeur qui est en risque. Donc qui va gérer la déclaration de sinistre? Bah, c'est le vendeur. Alors, il va gérer la déclaration de sinistre auprès de qui? En DAP, il n'y a pas d'assurance. Donc, auprès du transporteur maritime, au titre de la responsabilité contractuelle. Et le mécanisme de remboursement au bénéfice du vendeur, ce calcul sera fait en fonction, puisque là on n'est plus sur du CIP, il sera fait en fonction, il n'y a pas d'assurance, il sera fait en fonction d'un calcul de DTS. Et c'est le vendeur qui sera remboursé. L'acheteur, lui, il n'est pas en risque en fait. Alors, est-ce que le vendeur, en plus de son DAP, là, il peut avoir une assurance à part? Oui, mais ça ne sera pas dans le prix DAP que l'acheteur va payer.